Usé au service de ma famille, vous n'avez plus à supporter la vieille grand-mère. Irene Ryan gagnait un demi-million de dollars par an jouant Granny Clampett. Elle aurait pu acheter des manoirs. Au lieu de cela, elle est décédée dans une petite maison au 107 Esparta Way. Après sa mort, personne n'y a touché. Mais lorsque des explorateurs ont finalement pénétré à l'intérieur, ils ont trouvé quelque chose que personne n'attendait. À l'intérieur, il y avait des accessoires de l'émission et une lettre qui a tout changé. La femme qui a gagné des millions vivait comme si elle n'avait rien. Et la raison pour laquelle cela vous brisera le cœur. Irene Ryan est née le 17 octobre 1902 à El Paso, au Texas. Sa famille n'avait presque rien. Son père, James Merritt Noble, était un sergent de l'armée de rang inférieur originaire de Caroline du Nord. Sa mère, Catherine McSherry, était venue d'Irlande, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais la vie à El Paso était difficile. Ils vivaient dans des espaces restreints et dépendaient souvent des autres, juste pour manger. El Paso était pleine d'immigrants et façonnée par la Révolution mexicaine. Mais pour la famille d'Irene, cela signifiait survivre au jour le jour. Cette lutte précoce est devenue une partie d'elle. Elle a façonné son courage, son humour et sa volonté de s'élever au-dessus de tout cela. À la maison, les choses étaient encore plus étranges. Irene avait une sœur, Anna, qui est née 1845. Cela la rendait 17 ans plus âgée qu'Irene. Au moment où Irene a pu parler, Anna vivait déjà sa propre vie. Irene a donc grandi davantage comme une enfant unique, entourée d'adultes et de conversations sérieuses. Elle a appris à se divertir. Elle est devenue indépendante rapidement. Cette enfance lui a donné un esprit vif et un sens aigu d'elle-même, des compétences qui l'ont aidée plus tard à survivre dans le show business. Son premier véritable avant-goût d'applaudissements est survenu alors qu'elle n'avait que 11 ans. 1913, elle a chanté Pretty Baby lors d'un concours amateur au Valencia Theatre de San Francisco. Elle a remporté le premier prix, 3 $. Cela représenterait près de 98 $ aujourd'hui. Pour Irene, c'était comme gagner un trésor. Les acclamations de la foule ont allumé un feu, elle. Elle ne se contentait pas d'apprécier cela, elle avait besoin. Ce moment à 3 $ lui a montré que la performance pouvait la sortir de la pauvreté. C'était le début de tout. À l'âge de 14 ans, Irene a fait un geste audacieux. Elle voulait rejoindre une compagnie de théâtre d'été Californie, mais les règles interdisaient à toute personne de moins de 16 ans de travailler. Alors, elle a menti. Elle leur a dit qu'elle était assez âgée et ils l'ont cru. Ce seul mensonge a changé sa vie. Cela lui a permis de monter sur sa scène. Et une fois qu'elle était là, elle a prouvé qu'elle avait sa place. Elle ne s'est pas contentée de se sortir, elle s'est démarquée. Elle a gagné sa place grâce à son talent brut et à sa persévérance obstinée. C'était risqué, mais ça a marché. Cette chance lui a donné un aperçu de ce que pourrait être une vie au théâtre. 2 ans plus tard, elle a fait un autre grand choix. Elle a abandonné ses études secondaires à 16 ans. La plupart des filles de son âge étaient encore classes, mais Irene poursuivait un rêve. Elle a rejoint des compagnies de théâtre itinérantes et s'est produite presque tous les soirs. Pendant 4 ans, elle a vécu la dure vie de la scène. Elle a appris à capter l'attention d'un public. Elle a travaillé sur son timing, sa voix, sa présence. Au moment où elle a eu 20 ans, elle n'était plus une simple actrice. C'était une pro. Cette même année, 1922, il s'est passé autre chose qui allait tout changer. Elle a rencontré Tim Ryan. Il était également dans le vaudeville et ils ont tout de suite accroché. Quelques mois plus tard, ils étaient mariés. Plus que de simples mari et femme, ils sont devenus une équipe. Ils s'appelaient Tim et Irene et leur numéro a décollé. Le vaudeville était le cœur de la comédie américaine à l'époque. Et ensemble, ils ont fait rire les gens dans les théâtres de tout le pays. Leur timing, leur chimie, leur style, tout fonctionnait. Ils n'étaient pas seulement bons, ils étaient formidables. Ce qui les a rendus célèbres, c'est un numéro appelé Dumb Dora. Irene jouait une épouse stupide et écervelée, et Tim jouait le mari agacé. La foule a adoré. La phrase fétiche de Tim, « Will you stop ?»
est devenu si populaire qu'ils l'ont utilisé comme titre de l'un de leurs films. 1937, les gens pensaient qu'Irene était vraiment aussi écervelée, mais cela prouvait à quel point elle était talentueuse. Sa performance n'était pas un accident. C'était de l'art. Ensemble, ils ont fait passer ce numéro de la scène à la radio, puis au cinéma. Pendant la Grande Dépression, les gens avaient besoin de rire, et les Ryan ont répondu à cette demande. De 1935 à 1937, ils ont tourné 11 courts-métrages comiques avec des images éducatives. Ce rythme, 11 films. 2 ans était épuisant, mais ils l'ont géré. Leurs courts-métrages les plus connus incluent Family Troubles, Hamlet and Eggs et Will You Stop? Ces films ont été projetés dans les cinémas de tout le pays, leur offrant un public national. 1936, ils ont même été choisis pour remplacer Jack Benny dans The Jell-O Summer Show de NBC, un honneur majeur à l'époque. Ils étaient partout. Les gens ne pouvaient pas se lasser d'eux. Mais si les choses semblaient parfaites de l'extérieur, coulisses, c'était différent. Leur mariage avait des problèmes. Des amis ont dit qu'ils se disputaient constamment. Être sur la route sous pression et travailler toujours côte à côte a commencé à les user. Ils étaient des professionnels cependant, alors ils ont continué à sourire public. Ils ont continué à faire le numéro, mais la tension n'a cessé de monter et a fini par devenir trop forte. 1942, après 20 ans de mariage, ils ont divorcé. Cela a choqué leurs fans et l'industrie. Ils avaient été l'un des duos comiques les plus appréciés du secteur. Mais maintenant, ils se séparaient. Il n'y a pas eu de scandale public, pas de gros titres sensationnels. Pourtant, la nouvelle a frappé fort. Irene a gardé le nom de Ryan même après le divorce. Ce n'était plus seulement un nom, c'était son identité. Elle a choisi de ne jamais se remarier. Lorsqu'on lui a posé la question plus tard, elle a répondu « La scène est mon partenaire et le public est ma famille ». Cette citation disait tout. Elle ne s'intéressait pas aux histoires d'amour. Elle avait un seul amour, jouer. Même après le divorce, Irene et Tim ont parfois travaillé ensemble. C'était rare, mais cela montrait qu'ils avaient toujours un respect mutuel. Pour Irene, la séparation était plus que la fin d'une relation. C'était le début de son ascension solo. Le vaudeville se mourait, mais la télévision ne faisait que commencer, et Irene Ryan était loin d'avoir terminé. À l'été 1936, Irene Ryan et son mari Tim ont eu une chance dont la plupart des numéros de vaudeville ne pouvaient que rêver. On leur a demandé de remplacer Jack Benny sur le réseau rouge de NBC. Ce n'était pas seulement un contrat d'été, c'était un test. Jack Benny était déjà un géant de la radio et ses fans s'attendaient à de la brillance. Les Ryan ont apporté leur célèbre numéro de Dora, l'idiote aux ondes. Irene jouait l'épouse étourdie. Tim était l'homme sérieux. Leur alchimie a fonctionné. Cela a si bien fonctionné que les gens parlent encore de ces émissions des 20 et 27 septembre, immortalisées à jamais sur de vieux disques de lac. Cet été-là, les Ryan ont franchi une ligne, quittant le monde déclin du vaudeville pour se retrouver sous les feux de la rampe nationale de la radio. Leur nom était désormais connu dans toute l'Amérique, mais la route à venir n'était pas facile. 1942, Irene et Tim ont divorcé. La plupart des équipes comiques se seraient séparées après cela. Pas elle. Elle s'est réinventée. Et 1948, elle avait uni ses forces à l'un des plus grands artistes du monde, Bob Hope. Pendant 2 ans, elle a fait des tournées avec lui et est apparue dans ses émissions de radio. Elle n'était pas seulement bonne, elle était si drôle que Hope lui-même a commencé à l'appeler la fille qui fait rire Bob Hope. Ce n'était pas un compliment, c'était un couronnement. Peu de gens pouvaient faire craquer Bob Hope sur scène ou dehors. Mais Irene l'a fait sans cesse. Cela l'a fait sortir du lot. Et dans un monde de comédie à joutes verbales dominé par les hommes, elle s'est taillée une place grâce à son talent pur. Mais ce n'était pas seulement du travail studio. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, elle n'est pas restée sécurité Californie. Elle a suivi Bob Hope sur le front. Rien que 1944,
leur groupe USO a parcouru plus de 30 000 mètres et a donné plus de 150 spectacles à travers l'Europe et le Pacifique Sud. Les vols étaient dangereux. Les terrains d'aviation étaient rudimentaires. Parfois, ils se produisaient à quelques kilomètres des lignes ennemies. Mais Irène était présente à chaque fois, racontant des blagues à des soldats qui n'avaient pas souri depuis des semaines. Elle visitait également les hôpitaux, remontant le moral partout où elle allait. Ce n'étaient pas des moments scénarisés, c'étaient des moments bruts, réels et souvent terrifiants. Et elle n'a jamais reculé. Son service ne s'est pas arrêté à la fin de la guerre. 1948 et 1949, elle a rejoint Hope à nouveau, cette fois pour le pont aérien de Berlin. C'était la première grande bataille de la guerre froide. Berlin-Ouest était bloqué par les Soviétiques et des avions américains y acheminaient des fournitures jour et nuit. Plus de 275 000 vols ont parcouru plus de 92 millions de miles, livrant 2 à 3 millions de tonnes d'aide. C'était tendu, c'était dangereux, et cela a coûté 41 vies. Plein milieu de tout cela, Irene Ryan était là, se produisant pour les équipes de vol épuisées, le personnel au sol et les médecins. Elle ne cherchait pas de médailles. Elle voulait juste les maintenir mouvement. Bien avant tout cela, Irene et Tim avaient déjà marqué les esprits avec leur propre émission de radio. Tim et Irene ont été diffusés dans les années 1930 et ont fait d'eux des noms connus. Leur numéro était pointu. Irene jouait la femme simple d'esprit mais intelligente. Tim était l'homme sérieux, perdant constamment patience. L'émission a été un succès et leurs slogans se sont répandus dans tout le pays. Même après leur divorce, ils ont continué à travailler ensemble. C'était rare, mais ils ont réussi. Entre 1935 et 1937, ils ont également joué dans 11 courts-métrages comiques pour des images éducatives. Ces films, comme Hamlet and Eggs et Will You Stop, n'étaient pas que des rires rapides. Ils étaient soignés, maladifs et remplis de la même alchimie qui les a rendus célèbres. 1943, Irene a assumé un nouveau type de rôle. Elle a joué le rôle de la femme d'Edgar Kennedy dans 2 courts-métrages comiques de RKO. C'était une configuration familière. Kennedy était toujours le mari colérique. La femme était toujours exaspérée, mais Irene a apporté quelque chose de différent. Elle n'était pas stridente. Elle n'était pas seulement un bruit de fond. Elle a joué le personnage avec des nerfs et du contrôle, et cela s'est démarqué. D'autres actrices avaient déjà joué le rôle de la femme de Kennedy, mais la version de Ryan était mémorable. Ce type de rôle deviendra plus tard sa spécialité. Des femmes difficiles, anxieuses, qui étaient drôles parce qu'elles se sentaient réelles. Cette même année, elle a fait preuve d'une portée encore plus grande. Elle a joué un rôle dans un film de musique country intitulé Oh My Darling Clementine. Ce n'était pas un long métrage à gros budget, mais cela a permis à Irene de sortir de la comédie. Elle n'a pas fait une blague. Elle a joué un vrai personnage dans une histoire pleine de musique, de romance et de charme d'une petite ville. Cela faisait partie d'une vague de comédies musicales hillbilly qui ont donné aux spectateurs de l'époque de la guerre une pause des mauvaises nouvelles. Et cela a prouvé qu'Irene pouvait faire plus que faire des blagues. Elle pouvait porter une scène même dans un nouveau genre. Pourtant, la comédie était son terrain de jeu. Entre 1935 et 1937, elle et Tim Ryan avaient produit 11 courts, métrages comiques, un rythme étonnant. Les titres peuvent sembler idiots, mais le travail ne l'était pas. Ces films ont été conçus pour mettre valeur leur timing et leur livraison, et ils sont devenus si populaires que la ligne de Tim « Will you stop ?» s'est répandue comme une traînée de poudre. Le fait qu'ils continuaient à travailler ensemble même après leur séparation disait long sur leur professionnalisme. Et pour Irene, c'était une formation. Ce sont les rôles qui lui ont appris à placer une blague, à voler une scène et à survivre dans une industrie qui n'a jamais rendu les choses faciles pour les femmes. La fin des années 1940 et le début des années 1950 ont apporté un travail régulier, mais pas la célébrité.
Hollywood a continué à lui confier les mêmes types de rôles. Infirmière, voisin, tante bavarde. Elle est apparue dans des films comme Off Angel, 1951, et Rockabilly Baby, 1957. Toujours la partenaire, jamais la tête d'affiche. Mais elle a continué à se présenter, toujours à l'heure, toujours préparée. Elle a obtenu un rôle dans le Jack Carson Show, 1946, a fait sa première apparition à la télévision dans le Danny Thomas Show, 1945. D'autres ont abandonné. Irene, non. Et pourtant, coulisses, il y a eu des occasions qui se sont échappées. Elle s'est approchée de rôles plus importants, mais encore et encore, ils sont allés à quelqu'un d'autre. C'était peut-être de la politique. C'était peut-être des préjugés contre le vaudeville. C'était peut-être juste de la malchance. Quelle que soit la raison, ces occasions manquées l'ont hantée. Elle a dit qu'elle avait toujours peur d'être renvoyée, qu'elle attendait toujours la hache. Mais lorsque The Beverly Hillbillies est arrivé, elle a failli le manquer à nouveau. L'agent de casting pensait qu'elle ne convenait pas du tout. Irene Ryan avait fait du vaudeville à la radio et de la comédie, mais rien de tout cela ne hurlait à la dure matriarche des collines. Pour lui, elle n'avait pas l'air du rôle, ne sonnait pas le rôle et ne ressemblait certainement pas à Granny Clampett. Mais Ryan n'était pas du genre à reculer. Elle avait passé des années à travailler pour des bouts de rôle dans le show business. Elle n'était pas sur le point de laisser une seule opinion mettre fin à tout. Elle l'a contourné. Elle a décroché le téléphone et a appelé Paul Henning lui-même. Cet appel a changé sa vie. Elle n'a pas supplié, elle a défié. Dois-je rentrer chez moi et mettre ma perruque grise et mon châle pour vous convaincre? Cette ligne a pris Henning au dépourvu. Ce n'était pas seulement de l'insolence. C'était de la confiance, de la précision et un contrôle total. Elle savait qui était Granny, et elle a clairement indiqué que personne d'autre ne pouvait lui donner vie. Henning a écouté. Il lui a donné une vraie audition. Elle s'est présentée et n'a pas attendu les questions. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle s'est transformée grand-mère. Voix, démarche, yeux, colère, rire. Elle a menacé d'emmener les gens au bûcher s'ils ne se comportaient pas bien. La transformation a été instantanée. Tout le monde dans la pièce a cessé de respirer. Elle ne passait pas d'audition. Elle était le rôle. Il n'y avait pas de débat. Elle l'avait. Mais même alors, la production avait des inquiétudes. Paul Henning était nerveux à l'idée d'embaucher quelqu'un de son âge. Les tournages télévisés étaient longs et brutaux. Les scènes pouvaient se dérouler de 7h00 du matin à 17h00 du soir. La plupart des actrices de son âge se seraient effondrées sous ce genre de pression. Ryan n'a pas bronché. Elle a dit catégoriquement à Henning, « Engagez quelqu'un de plus jeune et il s'épuisera. Engagez-moi et je travaillerai plus qu'eux. » Elle avait raison, c'est ce qu'elle a fait. Et ce n'était pas que des mots. Elle l'a soutenu chaque jour. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ryan n'avait que quelques années de plus que Buddy Eason, qui jouait Jed Clampett. À l'écran, elle était sa belle-mère. Hors écran, ils avaient presque le même âge. C'était de la magie pure d'actrice et de maquillage. Elle portait de lourdes perruques, des prothèses et des robes informes. Mais ce qui a vraiment fait vendre le tout, c'est son langage corporel. Elle bougeait comme une vieille femme. Elle parlait comme une vieille femme. Elle se sentait comme une vieille femme, et le public l'a cru. Derrière toutes les blagues et les bouteilles de gnôle, Irene Ryan réalisait quelque chose d'incroyable. Granny Clampett était un personnage fort et têtu, mais Ryan lui a donné des couches. Il y avait du cœur, de la rage, de la fierté, de la tradition. Ce n'était pas une blague, c'était une force, et le monde l'a remarqué. 1963 et 1964, Ryan a été nommée 2 fois aux Emmy Awards de la meilleure actrice principale. Elle était aux côtés de noms comme Mary Tyler Moore et Shirley Booth. Elle l'avait mérité et l'argent, c'était énorme. Au sommet du succès de l'émission, Irene Ryan empochait 500 000 $ par an. C'était dans les années 1960. À l'époque, une maison coûtait moyenne moins de 20 000 $. La plupart des gens gagnaient un peu plus de 6 000 $ par an. Ryan gagnait de l'argent de superstar, et elle ne l'a pas gaspillé, alors que d'autres stars gaspillaient des fortunes voitures, fêtes et mauvais investissements. Ryan a joué intelligemment. Elle a acheté des propriétés.
Elle a acheté des actions. Elle a vécu simplement. Pas de manoir, pas de nuit folle, juste son travail, ses amis et ses chats. Après sa mort 1973, sa maison a été retrouvée presque intacte, calme, modeste et pleine de souvenirs. Pas de salle de bain plaquée or, pas de théâtre privé, juste la vie d'une femme figée dans le temps. Et elle ne s'est pas arrêtée à l'épargne. Elle a redonné. Sans enfant ni héritiers directs, elle a légué sa succession d'1 million de dollars, qui vaut aujourd'hui plus de 6 millions de dollars, pour créer la Irene Ryan Foundation, une bourse pour les jeunes étudiants théâtre. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle a donné à des milliers d'autres une chance de monter sur scène. Pourtant, une partie de son héritage choque souvent les fans. Hors écran, personne ne la reconnaissait. Sans la perruque, le maquillage et les vêtements, Irene Ryan ne ressemblait rien à Granny. Elle était plus jeune, plus mince et élégante. Les personnes qui travaillaient avec elle sur le plateau étaient parfois surprises. Des inconnus passaient devant elle sans se rendre compte. Elle adorait ça. Elle appréciait la liberté, l'intimité, la possibilité de se faufiler dans les foules sans se faire remarquer. Sa blague la plus célèbre dans l'émission, le médicament contre les rhumatismes, n'était pas seulement pour rire. Cette gnôle était un élément clé de sa comédie. Elle l'utilisait comme panacée, anesthésie et même comme arme. L'émission plaisantait, disant qu'elle était si forte qu'on ne pouvait pas la déboucher près d'une flamme nue. Elle la trimballait, la versait dans des bocaux et faisait sentir aux gens qui étaient presque assommés. La foudre blanche n'était pas seulement drôle, elle était culturelle. Un clin d'œil à la médecine de montagne, aux vieilles traditions, à un mode de vie oublié, et elle la portait avec fierté. Même l'histoire de Granny était plus profonde que la plupart des gens ne s'en souviennent. Elle était une descendante confédérée. Elle aimait Jefferson Davis. Elle détestait les Yankees et les agents des impôts. Elle était baptiste par immersion, pas par aspersion. Sa famille avait des querelles. Sa vision du monde venait directement des années 1800. Tout cela a donné du carburant aux scénaristes. Ils pouvaient explorer le choc entre l'ancien et le nouveau, entre Beverly Hills et l'arrière-pays. Et parce que Ryan était si bonne, cela ne semblait jamais bon marché ou caricatural. Cela semblait réel. Irene Ryan n'a jamais eu d'enfant. Ses 2 mariages se sont terminés sans famille. Son deuxième mariage avec Harold E. Knox a duré 15 ans. Pas de drame, pas de scandale, juste une séparation tranquille, 1961, juste avant qu'elle ne connaisse le succès. Elle a consacré son énergie au travail, ne s'est jamais remariée et a laissé derrière elle un héritage qui ne pouvait pas être mesuré par les tapis rouges ou les couvertures de magazines. Après la fin de The Beverly Hillbillies 1971, Irene Ryan s'est retrouvée à un tournant. Elle a eu la chance de poursuivre sa gloire avec une toute nouvelle émission de télévision construite autour de son personnage de grande-mère. Cela aurait signifié de l'argent stable, plus de temps à l'écran et une retraite facile, mais elle a refusé. À plus de 70 ans, elle avait encore quelque chose à prouver, et ce n'était pas à la télévision. Elle voulait Broadway. Pas seulement y apparaître, mais la conquérir. La plupart des acteurs de son âge se seraient accrochés à la sécurité de la télévision. Ryan Ça est complètement éloignée, poursuivant un rêve qu'elle nourrissait depuis des décennies. Cela a choqué tout le monde. L'idée d'une star de télévision plus âgée qui se lance dans le théâtre était presque inouïe. Mais Ryan se fichait. Elle ne cherchait pas le confort, elle cherchait le respect, et elle l'a obtenu. 1972, Brian a été choisi par Bob F.C. lui-même pour jouer Bert dans Pippin, l'une des productions de Broadway les plus attendues de l'année. Elle n'était pas seulement un arrière-plan, elle avait sa propre chanson, No Time at All, et l'interprétait se balançant sur un trapèze. Elle avait 70 ans, suspendue au-dessus de la scène, chantant à tue-tête et faisant vibrer la salle tous les soirs. Le public l'adorait. Les critiques aussi. Elle ne se contentait pas de se sortir. Elle volait la vedette. Les gens venaient voir le génie de FSI, mais ils repartaient parlant d'Irene Ryan.
Elle était passée d'une matriarche de sitcom à une sensation de Broadway. Et puis est venue la reconnaissance. 1973, elle a été nommée pour un Tony Award, celui de la meilleure actrice de second rôle dans une comédie musicale. Les critiques ont qualifié sa performance de royale mais lascive, un mélange parfait de cœur et d'humour. À 70 ans, elle est devenue l'une des plus anciennes nommées de l'histoire des Tony. Le Cercle des critiques dramatiques de New York l'a distinguée pour avoir apporté de la chaleur et de l'éclat à la scène. Même le New York Times a déclaré qu'elle volait toutes les scènes. Dans une industrie qui met si souvent les femmes plus âgées de côté, Ryan a prouvé qu'elle pouvait encore diriger. Elle ne faisait pas que survivre, elle prospérait. Mais seulement 5 mois après le début de la diffusion de Pippen, tout a changé. Le 10 mars 1973, après avoir terminé son grand numéro, Ryan a quitté la scène et s'est effondré. Au début, la foule a pensé que cela faisait partie du spectacle. Ce n'était pas le cas. Elle avait subi un accident vasculaire cérébral massif. La performance s'est arrêtée immédiatement. Les ambulanciers sont arrivés. La nouvelle a fait la une de la presse quelques heures. Les fans étaient stupéfaits. Son rêve de Broadway était devenu un cauchemar. Elle a été ramenée Californie. Les médecins ont d'abord traité l'accident vasculaire cérébral, mais les tests ont révélé quelque chose de bien pire. Ryan avait un glioblastome, une tumeur cérébrale brutale et à évolution rapide. Elle était inopérable. À l'époque, la survie se mesurait semaines, pas mois. Elle est décédée seulement 6 semaines plus tard. Le 26 avril 1973, à l'âge de 70 ans, elle n'a jamais terminé sa série de Broadway. Elle n'a jamais vu les résultats de ses Tony. Son rêve s'était réalisé, mais il s'est terminé beaucoup trop tôt. Ce qui le rendait encore plus déchirant, c'est la façon dont elle a vécu ces dernières années. Alors que son personnage dans The Beverly Hillbillies vivait dans un manoir, Ryan a choisi une petite maison à Santa Monica. Le 107 Esparta Way a été construit 1915. Pas de sawtooth, pas de plancher de marbre, pas de tapis rouge, juste des armoires vermantes, un jardin avec des bougainvillées et une cuisinière vintage. Elle aurait pu acheter un palais, mais elle se fichait. Elle voulait du calme, elle voulait du confort. Elle voulait la vraie ufos, la vraie vie, pas celle devant la caméra. Même avec 10 millions de dollars à son nom, elle a choisi la simplicité. Après sa mort, la maison a commencé à s'effondrer. Personne n'a emménagé. Le jardin est devenu envahi par la végétation. Le toit s'est effondré. Les fenêtres se sont brisées. Les mauvaises d'herbes savées ont envahi le chemin. Ses fans étaient horrifiés. Comment quelqu'un d'aussi riche, d'aussi aimé, pouvait-il être oublié de cette façon? Mais pour certains, c'était logique. Erin Ryan avait toujours accordé plus de valeur à la paix qu'au statut. Même dans la mort, la maison reflétait qui elle était vraiment. Puis, les découvertes ont commencé. Des explorateurs urbains se sont faufilés à l'intérieur. Ce qu'ils ont trouvé a transformé sa maison quelque chose d'entièrement différent. Une capsule temporelle. Des accessoires de The Beverly Hillbillies étaient toujours là. Son chapeau, une tasse de thé ébréchée, des piles de vieux scénarios avec ses notes manuscrites, des milliers de lettres de fans. Leur encre s'est estompée. Leurs mots sont toujours pleins d'amour. Et dans un tiroir poussiéreux, une enveloppe scellée, la signature d'Erin Ryan sur le devant. À l'intérieur, il y avait une lettre, sa dernière. Ce n'était pas seulement un au revoir, c'était une confession. Elle a écrit sur un amour secret, quelqu'un qu'elle n'a jamais nommé. Elle a écrit sur la solitude, sur la douleur d'être célèbre, mais de se sentir oubliée, sur les trahisons qu'elle a endurées à Hollywood, sur les choses qu'elle n'avait jamais dites publiquement. C'était brut, honnête et déchirant. Une femme aimée par des millions de personnes, mais toujours hantée par ce qu'elle n'a jamais eu. Son certificat de décès indiquait 2 causes, le glioblastome et la maladie cardiaque artériosclérotique. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est à quel point le monde était mal préparé à la perdre. Ses co-stars étaient dévastés. Buddy Epson, Max Baer Jr.,
Paul Henning. Ils étaient porteurs du cercueil. Bob Hope et Bob Fosse étaient des porteurs honoraires. Même Donna Douglas, sa petite fille à l'écran, est venue lui dire au revoir. Ce n'était pas seulement un enterrement, c'était un dernier appel. Le monde du divertissement s'est arrêté. Elle a été enterrée au Woodlawn Memorial Cemetery à Santa Monica. Sa crypte est censée située aux côtés de celle de ses sœurs, et sur sa pierre tombale, un seul mot. Granny. Ce seul nom racontait toute son histoire. Elle était peut-être Irene Ryan pour le monde, mais pour ses fans, elle serait toujours Granny Clampett. Et puis est venue une dernière surprise. Elle a laissé derrière elle plus que des souvenirs. Elle a laissé derrière elle de l'argent, plus d'1 million de dollars. Mais elle ne l'a pas laissé à sa famille. Elle n'avait pas ça d'enfant, pas de proches parents. Au lieu de cela, elle l'a donné à des étrangers, de jeunes acteurs qui poursuivaient. Le même rêve qu'elle avait poursuivi autrefois. Elle a créé la Irene Ryan Foundation, qui fonctionne encore aujourd'hui. Bourses d'études, subventions, aide aux étudiants des programmes de théâtre universitaire. 16 lauréats régionaux reçoivent chacun 500 $. 2 lauréats nationaux reçoivent 5 000 $ chaque année. Même 50 ans après sa mort, son don perdure. C'est l'héritage d'Irene Ryan. Une femme qui s'est éloignée du confort, qui s'est balancée sur un trapèze à 70 ans, qui a affronté la mort avec grâce, qui a tout donné à la génération suivante et dont le souvenir persiste encore dans les ruines d'une maison ruine, dans les mots d'une vieille lettre et dans les rêves d'acteurs qui ne l'ont jamais connue mais qui lui doivent tout ce temps.